Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous parler, comme Monsieur Bouchy, du retour d'expérience du siège, mais sur la crue de Lierre de juin 2012. 2016, pardon. Pourquoi 2012? J'en sais rien. Peut-être pour vous faire rire, je ne sais pas. Dans un premier temps, donc le sommaire, je vais vous parler, je vais vous présenter le bassin versant de Lierre. Ensuite, on va revenir sur cet événement exceptionnel. J'aurais envie de dire, moi, que c'est lors de ces événements exceptionnels, voire extrêmes, que la nature rappelle à l'homme d'où il vient et quelle est sa place et qu'il se doit de la respecter. C'est à l'homme de s'adapter à la nature et non l'inverse. Voilà, ceci n'engage que moi. Ensuite, je vous présenterai donc les outils organisationnels qui ont été mis en place par le SIAGE durant cet événement. Les outils ensuite liés à la communication qu'on a pu mettre en place, les outils techniques. Je vous présenterai également les conséquences de cette crue. Et enfin, je vous présenterai quelques axes d'amélioration. Donc, le bassin versant de Lierre est situé donc au sud-est de la région parisienne. Le SIAGE a pour gestion donc la zone grise sur la carte, ainsi que donc le bassin versant de Lierre qui est matérialisé ici en rouge. Sur la zone grise, le SIAGE exerce 3 compétences, donc la rivière, l'assainissement et la mise en œuvre du SAGE. La gestion des inondations donc, se fait sur la partie grise de façon opérationnelle et de façon moins opérationnelle sur la partie du bassin versant de Lierre qui n'est pas grisée via la compétence mise en œuvre du SAGE. Voilà. Donc, d'un point de vue réseau hydrographique, le bassin versant de Lierre, c'est 450 km de cours d'eau. Selon le rang de Strahler considéré, c'est 7 affluents, dont 3 qui participent énormément à la crue de Lierre, donc la Marsange, le Bréon et l'Avon. Et nous avons également une confluence avec la Seine, puisque nous sommes un affluent en rive droite de Seine. La Seine qui, avec ses niveaux, peut représenter donc un frein hydraulique de l'évacuation de Lierre dans la Seine, voire même remonter carrément dans Lierre. Voilà, concernant l'occupation du sol, donc nous avons une inégale occupation du sol sur le territoire, avec une inégale répartition des enjeux par conséquent, avec un bâti essentiellement concentré sur la partie aval du territoire. Donc tout comme la population, et par contre il y a quelques îlots, ça et là sur le territoire. Je citerai la commune d'Ozoir-la-Ferrière, Grède-Sarminvilliers, Tournan-en-Brie, Fontenay-Srécigny, qui ont été impactés par cette crue de Lierre, enfin les crues des affluents. Voilà, et pour la partie agricole, elle commence, on peut dire, dès la partie aval, avec la commune de Mandres-les-Roses, donc qui est représentée ici, dont l'activité horticole est reconnue. Voilà. Alors, très rapidement, puisque nombre des intervenants sont passés sur la pluviométrie, donc voilà, phénomène exceptionnel, je n'en dirai pas plus. Voilà, juste une information sur les niveaux de Lierre enregistrés à Boussy-Saint-Antoine, qui est une station qui est partagé donc avec l'Adrieux et le SPC SMIL, où classiquement on a une courbe de concentration, une courbe de décrue. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a l'IR est monté donc sur 4 jours. Voilà, donc l'IR a augmenté donc de 2,40 m à peu près à cet endroit-là, sans pour autant atteindre la crue historique sur l'IR de mars 1978, qui est de 42,81 m, soit 14 cm en dessous, mais on est très proche. Ça, c'est à Boussy. On va voir par la suite que sur d'autres communes, la crue de 1978 a largement été dépassée, donc 1978 qui était une crue centenale. Donc on a une durée de crue qui dure 12,5 jours. Donc Boussy, on est déjà sur la partie aval du bassin versant de Lierre. Les mini-laits normaux, on est sur l'amont. Et bizarrement, oui et non, mais ça c'est la caractéristique du bassin versant, on est déjà sur des niveaux de crue supérieurs à 1978. Donc là, je vous présente rapidement
une chronologie finalement de l'événement en photo où on voit que le repère de crue a été dépassé. Donc je passe là-dessus, c'était juste pour vous signaler ça. Ensuite, nous avons réalisé, donc après la crue, un travail sur les relevés de l'aise de crue. Donc on en a recensé 170 sur le territoire. On a fait un travail par commune où on a classé donc, ces niveaux de l'aise de crue selon le scénario fréquent, moyen et extrême de la directive inondation pour savoir un petit peu quels étaient les niveaux atteints par cette crue. Puis ensuite, on a moyenné ces niveaux et on arrive à cette carte-là. Donc en rouge, on a donc, des niveaux qui sont supérieurs au scénario extrême, en orange supérieur au niveau moyen, donc qui est d'une crue 100 ans, et en jaune supérieur à une crue fréquente. Voilà, donc ça, on voit déjà l'ampleur de l'événement qui est supérieure à une crue centenale sur la partie amont, et on est supérieur à du fréquent, voire déjà supérieur à des crues moyennes sur la partie aval. Maintenant, si on fait le même exercice en considérant donc les niveaux maximum des laisses de crue sur chaque commune, on voit qu'on est sur un événement qui est supérieur au scénario scénario moyen et scénario extrême. Voilà, je vais vous montrer un petit film aussi, peut-être pas en entier parce que le temps nous est compté, mais qui représente donc l'Yerre vu par un drone pendant la crue. Donc le film dure 2 minutes 40. Voilà, si vous en êtes d'accord, j'arrête au bout d'une minute et je continue pour vous laisser, pour laisser la place aux échanges par la suite. Je fais une pause en même temps. Sur la partie aval de l'Yerre, là on est sur Brunois. Donc ici c'est le moulin de Brunois. Donc là on remonte, on est sur la partie amont de la surface grisée que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on est en limite de compétence gestion des inondations, partie opérationnelle du siège. On est sur le quartier Suzanne à Crosne, donc on est sur l'aval du territoire. Bon, j'ai déjà dépassé la minute. Je laisserai le film disponible pour que vous puissiez visualiser par la suite. Voilà, je m'excuse, mais le temps est compté. Donc je continue avec les outils organisationnels qu'on a pu mettre en place. Donc dans le cadre du PAPI du bassin versant de l'Yerre, nous avons une action qui vise à mettre en place un plan de gestion de crise d'inondation pour pouvoir répondre à ce genre d'événements. Il n'est pas finalisé, mais nous avons déjà pu mettre en place donc le poste de commandement qui était actif 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, donc qui est composé de cette façon-là. Donc je vous laisse en prendre connaissance. Qui a à sa disposition donc, des outils de communication dont se servait donc, la cellule communication, la cellule prévision, régulation, rivière et assainissement, les outils techniques dont se servait également la cellule prévision, régulation, rivière et assainissement. Et enfin, je vous présente le roulement des effectifs au sein de ce poste de commandement suivant ces amplitudes horaires, donc 8h, 18h, 18h, minuit et minuit, 8h. Donc on voit que pendant la journée, pendant les heures ouvrées, il y avait environ 35 personnes sur un effectif du siège de 90. Et on tombait ensuite à 9 et 8 personnes pendant les heures non ouvrées. Voilà. Ensuite, qu'a-t-on mis en place? Donc la salle du poste de commandement que vous voyez ici. Donc au milieu, un îlot central avec les PC et les différents outils.
mis à notre disposition. Au fond, vous voyez la gestion du standard téléphonique avec 3 postes. Au mur à droite, le mur où on affichait toutes les cartes qui nous ont été utiles pendant la gestion de crise. Et puis bon, le réseau informatique. Donc voilà, ici vous voyez le standard avec 3 postes, le mur de cartes. Certains reconnaîtront peut-être les iches, j'en sais rien, mais voilà, c'était plus pour la partie scène. Donc on a également une main courante, on a réalisé 602 entrées dans la main courante et 65 fiches d'intervention. Alors les annuaires étaient disponibles via les astreintes assainissement et astreintes rivière. Il a fallu assurer la gestion du bâtiment et des véhicules pendant les heures non ouvrées. Le calendrier de rotation du personnel, lui, a été improvisé selon les besoins de l'événement. Et puis il a fallu gérer la vie courante avec l'alimentation et puis le robot du personnel. Voilà, je continuerai ensuite avec donc les outils de communication. Donc on a déployé le Syriac, c'est le système d'information des riverains de Lierre pour l'alerte crue, qui est effectif depuis 2001 au siège, où tous les riverains de Lierre et du Réveillon peuvent s'inscrire. Donc sur la partie grisée que vous avez vue, je rappelle ça, sur la partie grisée du territoire que vous avez pu voir tout à l'heure. Donc à noter qu'il y a eu 128 nouveaux inscrits pendant l'événement. Le service communication a utilisé bien évidemment Facebook avec 130 000 visiteurs en une semaine, 60 000 vues du film. On a utilisé le portail Crisorsec, personne n'en a parlé jusque-là, sauf si je me trompe ou sauf erreur de ma part. Donc c'est un outil utilisé par la préfecture du 91, c'est comme une main courante en fait, où sont reliés en temps réel les services de secours, donc comme les pompiers, la préfecture, les communes également, et puis nous-mêmes pour déposer des messages concernant l'événement qui est en train de se dérouler. Bon, YouTube, bien sûr, Le Parisien. Nous avons rédigé 23 bulletins de crue, donc ce qui représente 2 bulletins de crue par jour en moyenne. Donc toutes ces informations-là étaient bien évidemment relayées via notre site internet. Et nous avions des points quotidiens, donc avec le SDIS, la préfecture du 91, le SPC, avec les prévisionnistes, la Lyonnaise des Eaux, et puis bien sûr le personnel du siège. Voilà. Alors les outils techniques maintenant. Donc, nous avions donc des prévisions météorologiques via notre abonnement avec Météo France. Ensuite, nous avons sur le territoire 20 stations de mesure et 6 pluviomètres qui nous ont permis donc d'anticiper la formation de la crue et puis de réaliser nos prévisions. Nous avons donc 8 ouvrages régulateurs sur le territoire grisé de la partie aval du bassin versant de Lierre, des échelles millimétriques qui sont importantes en cas de défaillance des capteurs. Nous l'avons vu avec la présentation du SPC. Quand elles sont encore en dehors de l'eau, puisque certaines ont été carrément sous l'eau et donc on ne voyait plus rien. Néanmoins, elles sont utiles quand les agents effectuent leur tournée pour les relever. Ce sont les yeux finalement du prévisionniste et leur retour est indispensable à la rédaction du bulletin de crue. Ensuite, donc, toutes ces stations de mesure, pluviomètres et puis stations d'assainissement dont on n'a pas encore parlé sont reliées à la supervision du siège qui a été rénovée il y a 2 ans. Nous avons rédigé, donc, comme je vous l'ai dit, 23 bulletins de crue. Alors, je ne sais pas si le lien est actif ou pas ici. Il est actif. Alors, je vous présente rapidement son contenu, si ça marche. Voilà. Donc, le bulletin de crue se compose de la manière suivante. Donc, une description de la situation actuelle, une description ensuite de l'évolution prévisible sur 12 heures. On notera une échelle de crue qui permet d'un seul coup d'œil de se repérer de façon assez rapide, comme l'échelle Vigicrue. Donc, nous, on a un peu plus nuancé les couleurs. Mais globalement, on est sur cet esprit-là, le même esprit que ce qui existe déjà et ce qui est fait depuis de nombreuses années avec Vigicrue. Voilà, quand les choses sont bien, il est inutile de les remettre en cause. Et puis c'est surtout plus simple aussi à l'utilisateur lambda de se repérer plus facilement.
Nous avons également donc des prévisions météorologiques sur 3 jours avec le cumul de pluie que nous indiquons et les prévisions du niveau de l'eau. Voilà, je vous passe la partie d'après qui est un peu plus technique. Voilà, si vous voulez, vous pouvez... enfin, je vous laisserai tout ça à votre disposition. Ensuite, donc il y a les cartographies statiques que nous avons pu établir lors du déroulé des actions du papier du bassin versant de l'Yerres. Des cartographies semi-dynamiques qui ont été soumises donc à rude épreuve puisqu'on a affaire donc à un événement exceptionnel et comme cet outil est basé sur une bibliographie de cartes déjà existantes et déjà modélisées, on n'avait pas les cartes qu'il fallait sous la main pour pouvoir visualiser quelle allait être l'ampleur de l'événement. Je vous ai parlé des ICHE, donc ça c'est plus sur la partie des communes riveraines de la Seine dont on a la gestion aussi, on les informait via ces cartes-là, et on gérait, nous, la partie assainissement via ces cartes-là aussi. Voilà. Le SIG, bien sûr, indispensable pour suivre les bassins versants impactés par l'arrêt des postes de relèvement d'assainissement et puis pour la production de cartes. Alors, je me dépêche. Les conséquences de la crue, donc là, je vais laisser défiler, il y en a à peu près pour 1 minute. Donc on a eu, nous aussi, des stations de mesure HS, donc complètement noyées. Bon, on soulignera des pertes de récolte, donc ça c'est plus pour la partie amont du bassin versant. Des routes coupées, une accumulation de déchets anthropiques, de déchets verts, voilà, des dégâts matériels, on voit les voitures dans l'eau, on voit aussi voilà, les dégâts chez les riverains. Donc, sur le bassin versant de l'Yerres, il y a 43 communes dont l'état de catastrophe naturelle a été reconnu. On a également des geysers qui sortent des réseaux d'assainissement, donc les tampons soulevés. Le siège en est à environ 1 000 € de dépenses sur cette... 1 000 €. 1 million, pardon, il me manquait 3 zéros. Voilà, alors cette photo, je l'aime bien. Dommage, je ne peux pas revenir dessus, mais on voit vraiment la détresse des gens touchés par cette inondation. Et cette dame avait l'air complètement désemparée avec son petit dans les bras. Bon, voilà, vous avez pu voir tout à fait un autre sujet, mais de la mortalité piscicole aussi. Les poissons ont su aller donc dans les plaines inondables, mais n'ont pas su regagner le lit mineur. Et puis on a pu voir aussi, je vous ai parlé des laisses de crue tout à l'heure, donc on a relevé 170, vous avez pu voir un agent en train de relever des laisses de crue chez les riverains. J'ai bientôt fini, je vous rassure. Pour finir, les axes d'amélioration, puisqu'il faut donc tirer les conséquences de cette crue, et puis pour pouvoir rebondir au prochain événement, on n'est pas à l'abri d'un autre événement, pas dans 100 ans, mais peut-être pourquoi pas là, sait-on jamais. Voilà, dans l'organisation qu'on a pu mettre en place, dans le plan de gestion de crise d'inondation, il était identifié un coordonnateur entre la cellule décisionnelle et puis les 3 cellules du dessous, que sont la cellule de prévision, d'assainissement et de rivière. Et il manquait vraiment... Il n'y a pas eu de coordonnateur pendant la crue. Ça a cruellement manqué. Donc il faut absolument, lors de la prochaine crue, il y en ait un. Ensuite, j'ai envie de dire d'identifier clairement les responsables. Il y a eu un certain nombre de turnover parmi les personnes qui ont participé à cet événement. Et des fois, les responsables n'étaient pas tout le temps clairement identifiés. Donc ça a pêché un peu dans la circulation de l'information, dans la prise de décision aussi. Améliorer le roulement des agents, puisque en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pour certains postes 2 personnes qui étaient capables de réaliser le travail. Et 2, c'est pas suffisant. La crue a duré 2 jours et demi avec un poste actif 24 heures sur 24 et on a vu qu'à la fin de la crue, les gens étaient vraiment exténués et n'en pouvaient plus. Voilà, donc il faut du coup qu'on forme les agents et qu'ils aient un minimum de connaissances pour pouvoir assurer la fonction d'autres personnes. Et enfin, délocaliser le PC de crise. Bon, vous avez vu, la salle était malgré tout assez confortable, mais elle était trop petite. Donc il faut qu'on délocalise le PC de crise. Voilà, pour les outils de communication, j'ai envie de dire que tous les outils de communication, que ce soit YouTube et autres, ont très bien fonctionné. Malgré tout, comme M. Bouchy, je reviendrai sur la coordination des acteurs. Et finalement, j'ai noté une question tout à l'heure dans le métro, puisque j'y pensais. C'était pendant l'exercice
pas pendant l'exercice, excusez-moi, on parle tellement d'exercice que ça revient, mais pendant la crue, donc pendant la réalité, la question, moi j'ai envie de poser, c'est comment communiquer, avec qui et comment. Puisque on a vu, il y a tous les outils qui existent, mais finalement on ne communique pas directement avec les gens. Et c'est peut-être ça qu'il faut développer et essayer de le formaliser, comme ce qu'on aimerait bien faire. Et c'est une action qui a été inscrite dans la révision du PAPI de Seine-et-Marne francilienne et puis dans notre futur PAPI complet, c'est de communiquer davantage avec le SPC de façon plus formelle notamment. Voilà. Ensuite, en matière de transmission de l'information, oui, comment communiquer avec les communes? Est-ce qu'on doit communiquer davantage avec elles, aller dans leur PC? Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Voilà, j'en dirai pas plus. Et puis communiquer sur les remontées de nappes, c'est un sujet qui a déjà été abordé, mais c'est vrai que la crue s'arrête et puis tous les gens voient l'eau monter dans leur cave et essayent de pomper. Et en fait, c'est, je pense, la pire des choses à faire, puisqu'ils vont déstabiliser le bâti à pomper, quoi. Il faut attendre que ça redescende. Bon, ça c'est mon avis. Les outils techniques, donc j'ai envie de dire d'adapter les stations de mesure, puisque certaines ont été sous l'eau et que quand on est aveugle, on ne peut plus informer, on ne peut plus prévoir l'événement. Fiabiliser la cartographie dynamique, semi-dynamique, comme je vous en ai parlé, et donc compléter cette bibliothèque par de nouvelles cartes. Et enfin, j'ai envie de dire qu'il faut créer, repenser, acquérir de nouveaux outils. Comme pour nous, donc mettre à disposition, comme le fait Vigicru, les données des stations de mesure sur Internet. Pendant la crue, tout un tas de photos ont été prises. Elles ont été prises, j'ai envie de dire, de façon massive et anarchique. Il y a peut-être un outil de prise de vue à organiser avec des photos à prendre par thématique, des photos qui retracent la chronologie de l'événement pour mieux communiquer par la suite. Des choses toutes bêtes, un appareil photo avec un GPS pour pouvoir les localiser par la suite. Voilà. Et augmenter la taille des règles lignes électriques qui ont été noyées pendant la crue. Il me semble que j'en ai fini. Merci de votre attention. Merci d'avoir été un petit peu long. Ces petites images pour vous illustrer toutes les étapes par lesquelles nous sommes passés pendant la crue. Une question pour nos deux derniers intervenants. Comment ça s'est passé le lien avec les populations? Parce que souvent, en fait, les gens sont un peu démunis. Donc, vous nous avez expliqué comment ça fonctionnait en interne dans les PC de crise. Quel a été le lien qui a été fait avec la présence sur le terrain, que ce soit de techniciens ou bien des élus également? Est-ce qu'il y a eu des choses à ce niveau-là? Oui, très nombreuses. C'était très variable suivant les communes. C'était effectivement, comme disait mon collègue, c'était pas forcément très organisé. Nous avons 37 communes, mais 20 communes qui peuvent être touchées, qui sont touchées par les inondations. Et donc, comment communiquer avec ces 20 communes? C'est pas organisé. C'est-à-dire que c'est éventuellement le maire qui passe un coup de fil, le DST, ou le cabinet. Nous également dans l'autre sens, mais ça se faisait de manière bilatérale, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de communication ensemble. Donc on a eu des communes, 2 communes en particulier, où on était très en relation, puisqu'on s'appelait toutes les quelques heures. Le maire était sur le terrain, nous avions nos équipes aussi sur le terrain en permanence, y compris la nuit. Par exemple, pour donner un exemple, le parapet de la Morte-Rivière, là, qui était en charge, donc il se mettait en charge petit à petit, et donc nous avions mis, parce que la mise en charge n'est pas régulière tout le long du parapet, donc certains endroits c'était plus proche du haut qu'à d'autres endroits, donc du coup nous avions mis une équipe tournante permanente de personnes qui ont tourné pendant une semaine sur le terrain pour aller mesurer le niveau qui monte de visu. Donc nous rencontrions à ce moment-là des riverains, le maire de Viry-Châtillon par exemple était beaucoup dehors, donc nous avions ces relations de 2 à 2 et les questions en direct, mais les autres communes par exemple n'ont pas forcément été contactées, elles n'ont pas forcément appelé. Donc il y a parfois des défauts. Certaines communes attendaient de l'information qu'on n'a pas donnée parce qu'on n'a pas donné ces informations à 20 communes. On donnait quand on était sollicité. Voilà. Donc c'est l'histoire de bulletins de crise, comment ils sont consultables, où est-ce qu'ils sont placés. Alors pour la communication aussi, il faut oublier les fax. Parce que ça existe encore, mais ça, effectivement, on le lit toujours en décalé, ça ne sert à rien. Les numéros fixes, c'est aussi compliqué, parce qu'il y a un certain nombre de numéros fixes qu'on a en contact dans les communes, dans les cabinets, etc.
ça, mais c'est pas ça qui marche bien. Ce qui marche mieux, c'est le numéro de portable. Mais à organiser, c'est compliqué. Moi, j'avais pas forcément sur mon téléphone portable tous les numéros de portable de tous les cabinets, de tous les DST, de tous les maires, et ni les cadres d'astreinte et les gens qui organisaient la crue chez nous. Voilà, donc c'est un vrai souci, cette transparence, cette réactivité de communication. J'ai pas grand-chose à rajouter. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Non, moi j'ai envie de dire que c'est vrai que les communes attendaient beaucoup nos bulletins de crue pour savoir quelle allait être la tendance, comment le phénomène allait évoluer, et puis du coup comment ils pouvaient s'organiser derrière. Voilà. Après, sinon, avec les riverains, c'est vrai qu'on avait pas mal d'agents sur le terrain qui étaient donc en contact direct avec le riverain, et finalement, ce qui revient beaucoup, c'est qu'est-ce que l'agent doit dire et ne pas dire. C'est surtout ça qui revient. Sinon, les riverains, non, appelaient le standard téléphonique, on leur répondait via le bulletin de crue qu'on avait émis, qui était disponible sur le site internet du siège. Voilà. Juste un petit complément, les personnes noyées ou qui avaient des caves ou des habitations ou des problèmes d'accès, ils comprenaient le phénomène. La majorité des personnes comprenaient qu'on était dans un phénomène extraordinaire, des pluies, des crues partout en Essonne ou ailleurs. Donc, parmi les râleurs, on n'avait pas de râleurs sur l'événement et finalement sur l'inondation. La demande des gens, et ça c'est très, très clairement exprimé, c'est comment ça va évoluer? Est-ce que ça va continuer à monter? Est-ce que ça se stabilise? Quand est-ce que ça va descendre? Donc c'est ça les messages qu'il faut donner, et c'est ça que les gens attendent. Ils ne veulent pas qu'on leur dise bon bah c'est grave ou c'est pas grave, ou il y a eu tant de gens inondés, ou c'est pas la question. Ils se débrouillent tout seuls, ils montent leurs meubles s'ils peuvent, ils aident leurs voisins, mais ils veulent savoir si la situation va durer ou va se calmer. C'est ça l'information qui. Donc dans nos messages automatisés, on mettait l'accent là-dessus. On disait juste situation qui risque de s'aggraver, ou situation qui se stabilise, ou situation qui s'améliore. Voilà, ce que les gens aiment bien savoir aussi, c'est combien. On a dit voilà, ça monte, ça descend, mais de combien? Donc ça, c'est un message qu'on passe dans les bulletins de crue. On dit voilà, on est sur une augmentation des niveaux de 2 cm par heure à peu près, et puis ça va augmenter jusqu'à tant. Voilà. Ça, c'est les prévisions qu'on essaie de faire. Merci. D'autres questions? Il me semblait qu'il y avait une intervention du côté du fond de la salle. Oui, bonjour, Julien Ocaro de l'Institut des risques majeurs de Grenoble. Ma question est liée à la conduite et à la mise en œuvre des opérations au niveau des PC et au niveau des 2 interventions. Vous avez évoqué des problèmes organisationnels avec un défaut pour le dernier intervenant de coordonnateur, mais également la question fonctionnelle du roulement des effectifs. Est-ce que vous avez ressenti ou avez mis en place, parce qu'il existait, une conduite des opérations avec une approche tableau de bord, un peu comme on voit dans les armées. Est-ce que vous avez ressenti le besoin, vous aviez cette chose-là, pour donner une image à la salle, c'est votre tableau de bord de voiture, vous avez le gasoil, quand vous arrivez au rouge, vous savez que vous êtes dans le rouge. Est-ce que vous aviez développé une planification par tableau de bord ou dans la crise, vous avez ressenti le besoin d'un pilotage avec un tableau de bord pour partager l'information, notamment à travers les roulements et la coordination? Alors on n'a pas vraiment de tableau de bord. On avait effectivement un tableau où on notait un certain nombre de choses à ne pas oublier et de façon à communiquer entre nous. Donc je ne l'ai pas présenté tout à l'heure, mais effectivement on avait un tableau de ce type-là. Mais on n'avait pas vraiment d'outils comme celui que vous venez de présenter. Voilà. Après, en termes de roulement, on voyait physiquement les gens dépérir, j'ai envie de dire, qu'ils avaient besoin d'aller se reposer, même si les gens étaient très, très investis, on le voyait, puisqu'on leur disait d'aller se reposer, mais ils ne voulaient pas. Ils restaient, et ils voulaient aller jusqu'au bout. On leur disait non, on va te reposer parce qu'on a besoin de toi après. Parce qu'effectivement, à certains postes, comme je vous l'ai dit, il n'y avait que 2 personnes qui étaient disponibles. Et si la personne qui ne faisait pas, enfin qui n'était pas à son poste, mais qui faisait d'autres choses, qui rendait service, de toute façon, dans la gestion de crise, il fallait qu'il aille se reposer parce qu'il fallait qu'il prenne le relais par la suite.
Voilà. François Bonis, service OI biodiversité à la région Île-de-France. En fait, c'est une question aussi, VOA, parce que vous avez parlé de l'augmentation de la débitance de l'Orge et de son effet positif sur la gestion des crues, mais vous avez aussi, alors vous n'avez pas de barrage réservoir, mais vous avez des zones inondables à la suite d'une politique foncière très ambitieuse, volontariste que vous avez menée au fil de plusieurs années. Je voulais savoir si ces zones sont gérées dynamiquement, s'il y a des règles de gestion, si pendant la crue, il y a une gestion dynamique de ces zones qui a été faite, ou si ce sont des seuils gravitaires, et comment ça s'est passé pendant la crue. Non, Vidange aussi. On a donc une politique foncière assez active depuis 30 ans. Nous avons aujourd'hui 300 hectares en fond de vallée, donc préservés de l'urbanisation, qui s'inondent plus ou moins. Donc, c'est-à-dire que spontanément, il y a des zones qui s'inondent bien et d'autres moins bien. Il y a parfois des petites diguettes, des fois des bourrelets de bouts de curage, des choses qui font que la crue ne s'étale pas facilement partout. Donc ça, c'est des choses effectivement que l'on a repérées et qu'on voudrait faire évoluer. Après, en gestion dynamique des fonds de vallée, nous avions un projet, mais qui a été un peu stoppé pour des raisons de coût et de mise en œuvre. C'était de créer un frein volontaire au milieu de la rivière, dans la zone de la Francilienne en l'occurrence, pour qu'au moment où l'on souhaite, on relève ce frein et qu'on on surinonde finalement une zone vierge d'habitation. Donc on n'a pas été au bout de ce projet, mais à la lecture de cette crue, on peut se dire qu'effectivement la gestion provoquée de l'inondation de zones inondables, ce serait aussi un des outils, ce n'est pas forcément l'outil miracle, mais c'est un des outils, comme la gestion de bassins de retenue, comme la débitance, comme d'autres choses, un outil qu'il faudrait peut-être faire aboutir. Et c'est pas simple à surinonder, parce qu'on est hors zone crue centenale, où on est. Il faut savoir aussi quand on le déclenche, mais je pense que c'est une piste pour se doter d'un outil complémentaire. Je voulais revenir, on a parlé de la laisse de mer, on a parlé de tas de choses très intéressantes, mais il y avait aussi le niveau de la montée de l'eau sur les anciennes maisons sur un bord de la plaine de Chalandré. Et donc on a pu voir la différence qu'il y avait entre les pavillons qui étaient des années 30 et les maisons qui étaient beaucoup plus récentes, qui ont été construites au ras du sol, et donc qui se sont retrouvées inondées, alors que les autres étaient calées sur justement la crue centenale. C'est-à-dire que le rez-de-chaussée, leur sous-sol a été inondé, mais pas le rez-de-chaussée. Et donc ça repose toute la question, et c'est pas lié simplement à l'Yerres, hein, mais du lien entre la gestion crue et les PLU. Ou même les SCOT, c'est toute la question d'urbanisation, hein, c'est-à-dire qu'on perd la mémoire de la crue, et donc on a des règles de construction qui font qu'ensuite les gens sont beaucoup plus impactés que ceux qui avaient des règles dans les années 30 qui leur ont permis d'échapper à des grosses catastrophes. Et puis, là encore, sur cette... puisqu'on a une crue qui est centenale sur l'Yerres et sur d'autres rivières, je pense qu'il faut vraiment se poser la question de comment on va construire cette mémoire maintenant. Et c'est tout le problème des repères des plus hautes eaux, puisque quand on est sur des ponts comme sur la Vienne, par exemple, ou le pont Henri IV, il y a toutes les crues depuis des siècles, eh bien, on n'a généralement qu'un seul repère de crue. Et il faudrait, puisqu'on a une crue en 78 qui était une crue centenale, qu'on en a une maintenant 30 ans plus tard qui est aussi centenale, c'est peut-être rajouter cette information-là et puis rajouter les différents niveaux, que les gens puissent se dire « Ah oui, au bout de 30 ans, j'ai 2 crues centenales ». Et donc que ça puisse servir aussi à éduquer la population. Voilà, c'était simplement la remarque. Ok, alors une réponse stratosphérique et rapide, s'il vous plaît. Stratosphérique, non, je prétends pas être stratosphérique. Bref, non, c'est prévu dans le... Donc, mettre le repère de 2016 est prévu dans le cadre d'une action du futur PAPI qui sera développée sur le bassin versant de l'Yerres. Voilà, déployé, pardon. Sur les repères de crue, une plateforme nationale est actuellement active, qui vient d'être développée et qui vient de rentrer en service, qui permet d'accéder aux différents recensements existants à travers une interface cartographique et d'y participer à ces recensements en proposant également de nouveaux repères. En fait. Donc un autre élément de communication de ces repères.